Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est double. Faire un peu de méthodologie en ce début d'année, afin de vous rappeler la manière de rédiger en sciences physiques. Et le deuxième objectif est de commencer le programme en chimie en découvrant les différentes relations indispensables à connaître pour déterminer la quantité de matière d'une espèce chimique qui s'exprime, je vous le rappelle, en mol. En effet, un chimiste a très souvent besoin de calculer la valeur d'une quantité de matière, d'une espèce chimique, pour réparer une solution, ou bien par dissolution ou par dilution, vous avez vu ça l'année dernière, pour mettre en place une transformation chimique, pour faire une analyse de sang par exemple, etc., etc. Mais dans un premier temps, je vous propose une réflexion sur un sujet qui semble n'avoir aucun rapport au premier abord. Considérez ce petit exercice comme une énigme. Alors cela concerne un phénomène que vous étudierez l'année prochaine, qui s'appelle la diffraction de la lumière. On a un pinceau lumineux qui est émis par un laser, et lorsque ce pinceau lumineux traverse un obstacle assez étroit, eh bien il s'élargit et on visualise sur un écran des taches alternativement lumineuses et sombres. Et il existe une relation entre 4 longueurs bien distinctes, qui sont les suivantes: petit a, la largeur de la fente, petit d, qui est égal à la moitié de la largeur de la tache centrale, grand D, qui est la distance entre la fente et l'écran, et lambda, que vous connaissez, qui correspond à la longueur d'onde de la lumière émise par le laser. Alors la devinette que je vous propose est la suivante. Voici 3 expressions, dont une seulement est juste. À vous de trouver laquelle est correcte. Je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à réfléchir un moment. On corrige dès que vous relancez la vidéo. A tout de suite. Certains doivent se dire, qu'est-ce que c'est que ce prof qui vous donne des exercices de terminale alors qu'on n'a pas encore commencé le programme de première? Très bien, alors pour vous aider, je modifie mon énoncé et le voici. On a 4 longueurs. Parmi ces 3 expressions, seule l'une d'entre elles est correcte. Laquelle? Alors quel est l'intérêt de cet exercice de réflexion? Eh bien, je tiens absolument à vous sensibiliser sur une notion fondamentale en sciences physiques qui va vous permettre d'éviter de nombreuses erreurs, qui va vous faire gagner beaucoup de temps à la maison, qui va vous permettre de mémoriser de très nombreuses relations sans apprendre par cœur. Bref, ça vaut vraiment le coup d'avoir cette tournure d'esprit qui consiste tout simplement à comparer les unités qui se situent à gauche du signe égal et celles qui se situent à droite du signe égal. C'est toujours vrai. Quand vous avez une expression avec un signe égal, les unités sont nécessairement les mêmes. Bien sûr, à un multiple ou un sous-multiple près. Du type 1 km égale 1000 mètres, ce ne sont pas les mêmes unités, mais le kilomètre est un multiple du mètre. Ce sont toutes les deux des unités de longueur. Alors on corrige. Je commence par la 3e expression. D est en mètres, lambda D est en mètres carrés. Je divise par A au carré, donc A fois A, ce sont aussi des mètres carrés. Donc l'ensemble est sans unité. Donc on ne peut pas avoir une expression avec unité de longueur à gauche du signe égal et aucune unité à droite. L'expression 3 est donc incorrecte. Concernant la 2e expression, on multiplie des mètres par des mètres par des mètres à droite du signe égal, on obtient des mètres cubes. On ne peut pas avoir une expression avec unité de longueur à gauche et unité de volume à droite. L'expression 2 est donc incorrecte. Concernant la première expression maintenant, on multiplie lambda par d, ce qui donne des mètres carrés. On divise par a, des mètres carrés divisé par des mètres, ça donne des mètres. On a bien un terme en mètres à gauche du signe égal, un terme en mètres à droite du signe égal. Cette expression est donc bien cohérente en matière d'unité. Je vous ai dit que l'une de ces 3 expressions est juste. La seule qui peut l'être est la première. Donc c'est l'expression 1 qui est correcte. Alors félicitations à ceux qui avaient trouvé la bonne réponse. Pour les autres, je vous rassure, l'exercice de réflexion n'était pas simple. J'espère simplement que vous rappellerez de cette manière de voir les choses afin de surmonter un certain nombre de difficultés. Vous avez d'ailleurs constaté dans cette capsule à quel point l'utilisation des unités peut s'avérer être très utile. Sans transition, j'introduis la notion de masse molaire d'une entité chimique. Ce schéma, vous savez ce qu'il représente, un atome, plus précisément l'atome de carbone, qui possède dans son noyau 6 protons, et ici 6 neutrons, et nécessairement aussi 6 électrons puisqu'il est électriquement neutre.
vous rappelez sûrement comment on peut déterminer la masse de cet atome. On additionne la masse de chaque entité chimique qui compose cet atome et on trouve cette valeur. Alors pour un chimiste qui désire connaître le nombre d'entités chimiques d'un échantillon contenant ici uniquement des atomes de carbone, il sera plus judicieux de calculer la masse d'une mole d'atome de carbone. Et pour cela, il a juste à multiplier la masse d'un atome de carbone par le nombre d'atomes de carbone qu'il y a dans une mole d'atome, c'est-à-dire 6,02 x 10 puissance 23 atomes. Et on trouve par le calcul que la masse d'une mole d'atome de carbone est égale à 12 grammes. Alors j'espère que c'est clair dans votre esprit. Si vous placez sur une balance un échantillon constitué uniquement d'atomes de carbone et que cette balance affiche 12 grammes, vous êtes sûr que cet échantillon contient 602 000 milliards d'atomes de carbone. Alors on note en chimie la masse d'une mole d'atome ou la masse molaire atomique par le symbole grand M. Et entre parenthèses, comme d'habitude, on écrit le symbole de l'entité chimique. Cette masse molaire est en grammes par mol. C'est une masse molaire, donc on divise bien des grammes par des mols. La masse molaire atomique vous sera toujours donnée dans les exercices, elle n'est pas à connaître par cœur, et vous pouvez la trouver dans le tableau de classification périodique. Pour ce qui est de la masse molaire atomique, pas de problème, elle est donnée, on la trouve sans difficulté, mais si on cherche la masse d'une mole de molécule, comment procède-t-on? Eh bien, on obtient cette masse molaire moléculaire en additionnant la masse molaire des différents atomes qui constituent la molécule. On n'oublie pas de faire preuve de rigueur, on exprime la masse molaire moléculaire en fonction des différentes masses molaires atomiques, puis on fait l'application numérique, puis on donne le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs. Alors pour ce qui est de la masse molaire ionique, un électron ayant une masse bien plus petite que celle d'un nucléon, on peut considérer que la masse molaire ionique est égale à la masse molaire atomique correspondante, ou égale à la masse molaire moléculaire correspondante quand on a affaire à un ion polyatomique. Alors pour clôturer la première partie de cette séance, je vous propose une activité. Je vous demande de trouver la quantité de matière en aluminium contenue dans un échantillon, connaissant la masse de l'échantillon et la masse d'une mole d'atome d'aluminium. On part du principe qu'il n'y a que de l'aluminium dans cet échantillon, qui est donc pur. Alors je vous invite à mettre en pause la vidéo pour avoir l'énoncé devant les yeux, et on corrige cette activité dans la capsule vidéo suivante. A tout de suite.